Extrait de Via Compostela par José Casaterrada. Le dîner consommé, nous regagnons l'hébergement. Je me glisse au fond du lit et songe à ce que je vis intensément jusqu'à présent. Alors me viennent à l'esprit les paroles prononcées par Catherine, Harry-Auteur de Braque. Elles concernaient les stades successifs que traverse le pèlerin au fur et à mesure qu'il progresse. J'en ai distingué 4 depuis le départ, mais il peut s'en présenter d'autres car le voyage n'est pas achevé. La période la plus nette est, pour moi, la première. Celle où, seul face à l'aventure, une sensation nouvelle de liberté m'envahit au point de provoquer une excitation tangible. Elle semble s'être prolongée jusqu'à ce que la routine quotidienne s'établisse, faisant décliner progressivement l'intensité de l'euphorie. Cependant, sans l'annihiler complètement, à tel point qu'elle reparaît à chaque situation nouvelle, bien qu'elle n'atteigne plus le même degré de paroxysme. Les rituels établis et intégrés, la seconde phase se manifeste par une période de réflexion axée sur un sujet essentiel, moi. Une multitude de questions surgissent, de simples à complexes, se rapportant aux actes, aux paroles, aux pensées, au passé, au présent, au futur. Les réponses ne sont pas toujours claires et suscitent parfois d'autres questions qui apportent d'autres réponses. En définitive, la recherche d'explications est fructueuse parce que favorisée par le temps illimité que l'on peut y consacrer. Dans sa globalité, cette phase s'est prolongée environ une quinzaine de jours, par intermèdes plus ou moins prolongés. Elle revient de façon régulière dès que je ressens le besoin de marcher sans parler, de m'isoler mentalement. Après moi, il y a elle. La troisième période a été la plus longue jusqu'à présent. C'est celle où les questions se portent sur nous. Cette séparation volontaire, imposée par ma démarche, a déclenché en mon fort intérieur une réflexion inattendue et déstabilisante. Elle a mis en doute certaines de mes certitudes. Parfois exaltantes, parfois douloureuses, elle m'a été salutaire à terme. À Saint-Jean-Pied-de-Port, je l'ai relaté dans les moindres détails à Sylvie. Elle a parfaitement compris mon état d'esprit. Attribué à une élégie du poète latin Properce, le proverbe « loin des yeux, loin du cœur » est inapproprié pour moi. Je peux amoureusement l'adapter en pensant à elle et l'écrire loin des yeux, près du cœur. La suivante et actuelle phase est celle du rapport à l'autre. Plus exactement, pour ma part, du contact avec l'inconnu. Mon naturel timide, voire méfiant, et un faciès de sévérité apparente contribuent souvent à me caractériser comme étant d'abord malaisé, sinon pis. En fait, c'est davantage pour moi une attitude, un masque protecteur qu'une réelle froideur, mais qu'en maintes circonstances j'ai délibérément affiché. Or, depuis le début de l'aventure, je me surprends à aller vers les autres. Sans phare ni artifice, sans attendre qu'ils viennent, je les aborde décomplexés, je leur souris, j'éprouve du plaisir à leur contact, je dialogue avec eux. Bien entendu, l'effet miroir opère en retour et j'en suis comblé. En tout, il me semble faire les premiers pas. Autre extrait, fatidique instant. Pendant que Patrice s'octroie une courte sieste, sinon méritée au moins salubre, Sylvaine et Claudia, sa sœur aînée, arrivent. Des paroles émises à voix basse et nous descendons dans le parc, laissant mon compagnon de les bras de Morphée. Dès que mes chaussures foulent l'herbe rase des espaces verts, un frisson parcourt mon corps. Je savoure l'instant précis où chaque brin se couche sous la semelle, s'écrase avec mollesse et libère ce chointement caractéristique dû au frottement contre les souliers, tel un soupir répété pas après pas. En harmonie avec le mien, j'écoute le souffle de la marche qui se perpétue à l'infini. Reprendre contact avec la nature suscite la résurrection de mes sens. Inondés de lumière, les massifs s'illuminent de fleurs aux couleurs multicolores. L'intense luminosité me force à cligner des yeux. L'astre radieux réchauffe l'atmosphère qu'une brise légère parfume de senteurs marines et de résine.
Les branches d'immenses pins projettent au sol des ombres mouvantes. À couvert, sous ces parasols, dont les troncs transpirent une gemme odorante aux nuances de miel, nous gagnons lentement le rivage du bassin. Au large, la surface ondoyante de l'eau resplendit sous le soleil. À la moindre risée, elle se disperse en millions de vaguelettes étincelantes au-dessus desquelles rient des mouettes en quête de nourriture. La quiétude de ce panorama idyllique ouvert sur l'horizon m'émeut jusqu'à la fascination. N'y tenant plus, je fonds en larmes et m'éloigne des visiteuses. Sylvaine perçoit le mouvement de repli et me rejoint. Inquiète, elle demande « Qu'as-tu ? Tu ne te sens pas bien ?»« Si, tout va bien, rassure-toi. »« Alors pourquoi pleures-tu ?» En voyant le bassin, si beau, j'ai pensé que... Qu'as-tu pensé, Joé ? J'ai pensé que j'aurais pu ne jamais le revoir. La mort m'effraie, répondis-je en retenant mes pleurs. Tu es vivant, Joé, et il faut que tu fasses tout ce qui sera nécessaire pour continuer à vivre. Je ne tiens pas à ce que tu me quittes si tôt. Moi aussi, je veux que nous restions longtemps ensemble. Elle m'enlace, me serre fort contre sa poitrine. Tel que savent si bien le faire les femmes avec les enfants, Sylvaine me réconforte, me câline, chasse mon désarroi. Nous revenons vers Claudia et allons nous asseoir sous les pins où de délicieuses heures s'écoulent à converser. Autre extrait, Via Sevenzania. L'ascension du mastodonte de granit continue parmi les bruyères brûlées par les froidures de l'hiver, les myriades de pétales blancs récemment éclos et les conifères épars. Le climat rude de cette contrée sauvage ralentit l'éveil de la nature. D'abord dense, les herbes hautes se raréfient jusqu'à devenir une pelouse rase, un résultat aussi de la transhumance des troupeaux. L'intense activité de migration saisonnière du bétail des plaines vers les estives s'est perpétuée des siècles durant. J'imagine avec peine qu'au début du XVIIIe siècle, 100 000 moutons broutaient sur le massif du mont Lozère. De nos jours, les montagnes cévenoles accueillent 20 000 bêtes, tout au plus. Comme en Aubrac, les Alpes ou les Pyrénées, cette tradition pastorale se célèbre par des festivités régionales fort appréciées. La Draille s'étire en une longue courbe vers le sud, jusqu'à une jonction. Une pancarte conseille de filer tout droit et de gagner le village de Finiel en contournant la montagne si d'aventure surviennent des intempéries. Aujourd'hui, la météo clémente permet d'atteindre le pic sans encombre. Aucune cloche de tourmente ne sonnera pour orienter le voyageur égaré. Confiants, nous bifurquons à 90 degrés vers l'ouest, en direction du pic. L'un derrière l'autre, les pas réguliers, la respiration courte, nous gravissons la côte. Au fur et à mesure que nous progressons, le vent vient de l'ouest, souffle de plus en plus fort. Frais et annonceur de pluie océanique, il picote mon visage et mes yeux au coin desquels perlent des larmes. Encore une centaine de mètres et nous abordons le pic de Finiel qui ressemble davantage à un plateau qu'à une dent. Loin d'être le toit du monde, ce pic n'est pas moins que la cime la plus haute du massif lozérien. D'ailleurs, à proximité d'un tas de caillasses, un panonceau tout neuf indique avec un caractère de solennité « Sommet de Finiel, altitude 1699 mètres ». Les tables d'orientation, placées aux 4 points cardinaux, présentent les extraordinaires panoramas qui nous entourent. Nous nous attardons longuement à celle du sud. Elle aide à découvrir l'exceptionnelle vue circulaire qui, de Nîmes aux confins des monts d'Aubrac, à nos pieds, s'étend l'immense forêt domaniale du mont Lozère que nous traverserons bientôt. En direction de Montpellier, le pont de Montvert, où nous dormirons ce soir, se cache sous le massif du Bougès. En direction de Perpignan, nimbé de brume, le majestueux mont Égual limite l'horizon. En direction de Carcassonne, les abruptes falaises de calcaire du Causse-Méjean, resplendissantes de lumière, dominent Florac, cité nichée dans la vallée du Tarnon. Sous le vent qui a forci, nous décidons de pique-niquer en plein ciel, protégés par une énorme roche isolée sur le crâne chauve du géant. Face aux Cévennes bleutées, Jean-Marc et moi grignotons, restant quoi, contemplatifs, orphelins de la terre perdue au sein de la quiétude spatiale. Je romps notre mutisme. Il est cocasse de penser que de ce belvédère, Stevenson s'émerveilla devant les mêmes beautés naturelles. Qui plus est, un jour de vent violent, ajoute Jean-Marc.
Oui, mais le vent soufflait du sud. Actuellement, il vient de l'ouest et amènera la pluie. Alors, des pluies abondantes venues de l'océan s'abattront sur le massif. Les eaux ruisselleront et s'écouleront pour moitié vers la Méditerranée, pour moitié vers l'Atlantique. La ligne de partage des eaux se situe là, sous nos fesses.